Cette présentation constitue la deuxième partie du cours intitulé PAC et environnement, du productivisme à la prise en compte des enjeux environnementaux, qui contient 3 parties. Nous vous le rappelons, l'objectif de ces 3 parties est de discuter de la prise en compte de l'environnement au sein des politiques agricoles et plus précisément au sein de la PAC. Dans cette présentation, nous nous intéresserons à la période de la PAC 1992-2003, qui a été marquée par de nombreuses réformes intégrant graduellement les enjeux environnementaux. Il est conseillé d'avoir suivi la première partie de ce cours correspondant à la période 62-91 pour mieux saisir le contenu de ce deuxième cours. Avant de commencer, nous vous rappelons la méthodologie choisie. Pour analyser les réformes de la PAC vis-à-vis de l'environnement et de la protection des ressources naturelles, nous utiliserons des pictogrammes afin d'illustrer si ces réformes sont ciblées ou non pour l'environnement et la protection des ressources naturelles, si elles ont des conséquences positives et ou négatives sur l'environnement et la protection des ressources naturelles. Face aux crises de surproduction, à l'explosion du budget associé et aux dommages environnementaux causés par la politique de soutien des prix instaurée dans les années 1960, la PAC est amenée à se réformer en 1992. Cette réforme, appelée aussi réforme McSharry, marque le tournant environnemental de la PAC avec des mesures ciblées pour la première fois sur des objectifs environnementaux, notamment l'introduction des mesures agro-environnementales. Cette réforme de la PAC s'insère dans un contexte global de prise en compte des enjeux environnementaux et de protection des ressources naturelles, comme en témoigne le Sommet de la Terre de Rio en 1992. Cette conférence, organisée par l'ONU et réunissant de nombreux chefs d'État, a porté sur le devant de la scène les enjeux environnementaux de développement durable afin de répondre à la mobilisation de la société civile en faveur de la protection de la biodiversité, des paysages et des ressources naturelles. Même si l'environnement trouve enfin une place dans la PAC, l'objectif premier de cette réforme ne lui est pas dédié. Ainsi, les principales orientations définies visent à réduire les excédents de production, les dépenses budgétaires et se mettre en conformité avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. La politique de soutien des prix responsable de surproduction et jugée déloyale par l'OMC vis-à-vis de la concurrence, laisse place en 1992 à des aides directes aux revenus ou primes compensatoires, en partie découplées des productions et en fonction de la surface agricole possédée par l'agriculteur. Si ces dernières freinent l'intensification de la production, elles encouragent les agriculteurs à s'agrandir pour augmenter les subventions et donc supprimer les éléments paysagers. Ce changement engendre donc des effets indirects négatifs sur l'environnement et les paysages. Une des autres mesures fortes de la réforme McSharry est l'introduction du gel des terres, obligeant chaque agriculteur à mettre en jachère 15% de sa surface en céréales et oléoprotéagineux. Nous vous proposons d'étudier les conséquences de cette mesure sur l'environnement, un peu comme nous venons de le faire pour les aides directes aux revenus. Mais cette fois-ci, c'est vous qui allez faire l'exercice. Vous disposez de 20 secondes pour cocher les cases correspondantes, caractérisant le ciblage et les conséquences de cette mesure vis-à-vis de l'environnement. Vous êtes prêts? C'est parti! C'est terminé. Passons à la correction. Le gel des terres est une mesure non ciblée sur l'environnement, mais ayant des effets indirects, positifs, sur la biodiversité et les paysages, et notamment aussi sur l'utilisation d'intrants chimiques. Sans culture, moins d'intrants. C'est ce que ces deux graphes illustrent. On voit sur le graphique de gauche la baisse de la consommation de pesticides mesurée par ce qu'on appelle le NODU, qui signifie le nombre de doses unités, et qui correspond en fait aux doses de substances actives des produits phytosanitaires vendus. On voit une baisse assez forte en 1992. Et on observe la même chose pour l'utilisation d'engrais en France, sur le graphique de droite. Mais en 1992, la mesure phare en faveur de l'environnement est la mise en place des mesures agro-environnementales. Ces dernières, introduites pour tous les États membres, sont destinées à compenser financièrement les agriculteurs qui adoptent volontairement des pratiques plus respectueuses vis-à-vis de l'environnement. Ces dernières seront présentées plus en détail par la suite. De plus, parallèlement à la PAC, des directives européennes en faveur de l'environnement sont mises en place dans les années 1990, les plus connues étant les directives nitrates et habitat.
Enfin, les années 90 marquent également la naissance de nombreux indicateurs agro-environnementaux. Ceux-ci permettent d'évaluer l'efficacité des politiques agricoles pour l'environnement et d'assurer un suivi des écosystèmes et des ressources. La réforme de 92 a été renforcée par une autre réforme, 7 ans plus tard, en 1999, la réforme de l'Agenda 2000. Cette dernière donne naissance au deuxième pilier de la PAC, destiné au développement rural et à l'environnement. La réforme de l'Agenda 2000 s'insère dans le prolongement de la précédente réforme. L'objectif consiste à poursuivre la réduction des excédents et le découplage des aides de la quantité produite et du type de production dans un contexte d'élargissement de l'Union européenne. Pour faire face aux nombreuses critiques sur la dégradation de l'environnement dans les espaces agricoles, la PAC va introduire de nouvelles mesures, notamment l'éco-conditionnalité. Elle prévoit de conditionner le versement des aides directes du premier pilier au respect d'un ensemble de règles sur l'environnement, la sécurité sanitaire, la santé animale, le végétal et le bien-être animal. Cependant, du fait de son caractère non obligatoire, chaque État est libre de la mobiliser et de définir les mesures jugées adéquates pour répondre aux objectifs environnementaux. Ainsi, la variabilité de règles et d'application est grande d'un pays à l'autre. Le deuxième pilier est destiné à soutenir les projets de développement rural et à protéger les écosystèmes agricoles. Il est cofinancé par les États membres et représente environ 15% du budget de la PAC en 2001. C'est dans le second pilier qu'on retrouve l'ICHN et les mesures agro-environnementales, dont les aides à la conversion en agriculture biologique. La PAC est de nouveau révisée en 2003 lors de l'accord du Luxembourg. Cette réforme marque l'introduction obligatoire de la conditionnalité et d'un découplage total des aides aux agriculteurs. À noter que cette réforme est entrée en vigueur en France en 2006. L'une des mesures phares de la réforme de 2003 est le découplage total des aides. Les subventions touchées par les exploitants ne dépendent désormais plus que de la surface agricole qu'ils cultivent et des montants d'aide qu'ils ont touchés historiquement entre 2000 et 2002. Ce découplage des aides permet de ne plus orienter la production en fonction du montant des aides et aide à freiner l'intensification dans les bassins de production. Une autre mesure est la conditionnalité des aides, devenue obligatoire dans l'ensemble des États membres. Elle repose sur le respect des 6 directives européennes relatives à la protection de l'environnement, dont les directives Habitat pour la biodiversité, nitrates et oiseaux, ainsi que sur le respect des bonnes conditions agricoles et environnementales, ce qu'on appelle les BCAE. Si le respect des directives européennes est obligatoire pour l'ensemble des agriculteurs européens, les BCAE sont définis à l'échelle des États membres et s'avèrent plus ou moins exigeantes. Ce dispositif, spécifiquement dédié à l'environnement, cible en premier lieu la protection et la structure des sols, mais aussi la préservation des habitats et des paysages, ou encore la protection et la gestion de la ressource en eau. Mais il ne s'applique qu'aux bénéficiaires PAC, qui restent sous le coup d'une sanction sous forme de réduction des aides en cas de manquement aux règles établies. La conditionnalité s'apparente donc à un nouveau pas en avant dans la prise en compte de l'environnement. Cependant, elle s'avère relativement peu efficace en raison d'un système de contrôle limité. Les mesures agro-environnementales consistent à compenser financièrement des agriculteurs volontaires adoptant des pratiques plus respectueuses de l'environnement que celles dictées par les normes réglementaires. Elles sont fondées sur une contractualisation entre les pouvoirs publics et l'exploitant. Les MAE sont nées en 1985, mais étaient facultatives pour les États membres. Avec la réforme McCharry de 1992, elles deviennent obligatoires pour l'ensemble des États membres. Le budget initial, bien que faible, est conforté durant les réformes suivantes de 1999, 2003 et 2007 jusqu'à atteindre 20 milliards d'euros pour la période 2007-2013. Par ailleurs, ces réformes ont conduit à davantage cibler les MAE sur des territoires à enjeu environnemental à partir de 2003. Les enjeux visés par les MAE sont la protection des sols, la protection des ressources en eau, la protection des paysages, la protection de la biodiversité et des habitats, la conversion à l'agriculture biologique. Citons maintenant des exemples de MAE. En France, jusqu'en 2014, la majeure partie des MAE contractualisés ont pris la forme de la prime à l'herbe. Cette dernière accordait une aide financière aux exploitants
qui acceptaient de maintenir ou d'y développer leur surface de pâturage. Son objectif était de maintenir les systèmes d'élevage extensifs. Mais d'autres MAE proposent des contrats de réduction des pesticides, de limitation des engrais, de replantation des haies ou de fauches tardives pour protéger la nidification des oiseaux. Ce sont des exemples parmi d'autres. La promotion de l'agriculture biologique fait partie des MAE. Ainsi, il existe une MAE de conversion à la bio qui vise à compenser l'agriculteur pour ses pertes de revenus et ses surcoûts durant la période de transition. Cependant, l'efficacité de ces mesures est discutable et les limites sont nombreuses. La première limite est celle de la définition du cahier des charges des MAE. En fait, ce sont des contrats à obligation de moyens plutôt qu'à obligation de résultats. Ça se comprend parce qu'il est évidemment compliqué de mesurer les impacts environnementaux d'un changement de pratique et de payer l'agriculteur au prorata de ces impacts environnementaux. Mais en contrepartie, le changement de pratique, qui lui est payé, l'obligation de moyens, ne garantit pas forcément qu'il y ait au bout du compte une amélioration environnementale. La deuxième limite est celle des effets d'aubaine. Dans certains cas, les agriculteurs contractualisent des MAE alors que de toute façon, ils auraient mis en place le changement de pratique sans même avoir accès au financement des MAE. Donc, en fait, les pouvoirs publics payent les agriculteurs pour un changement de pratique qu'ils auraient de toute façon fait. Là aussi, l'efficacité est discutable. Le troisième point, c'est que les États membres ont eu une certaine latitude pour définir les MAE et que certains ont été très exigeants sur les cahiers des charges et d'autres l'ont été beaucoup moins. Par exemple, le graphe présente la part de la surface agricole contractualisée en MAE dans les différents pays européens. Sur la période 2007-2013, on voit que 16% de la SAU française était sous MAE, contre 22% à l'échelle de l'UE. La France a opté en fait pour des MAE ciblés avec des cahiers des charges relativement stricts et exigeants, comme en témoigne d'ailleurs la faible part de SAU contractualisée en MAE. A l'inverse, la Finlande s'est montrée beaucoup moins exigeante, peu restrictive dans la définition de ces MAE, et ainsi on a la quasi-totalité de la SAU finlandaise classée en MAE. Malgré la prise en compte croissante de l'environnement et de la protection des ressources dans les politiques agricoles, des effets négatifs sont toujours observés sur l'environnement. Cependant, tous les dégâts causés en Europe par l'agriculture ne peuvent être imputés à la PAC. Les effets négatifs recensés après la réforme de 2003 sont présentés dans la troisième partie de ce cours que je vous invite à suivre. Un bilan de la prise en compte de l'environnement dans la PAC entre 1962 et 2013 sera également effectué dans la partie suivante.